Bon, bonjour, donc ce cours, on pourrait l'appeler, peut-être que le titre le mieux, c'est Pharmacologie des troubles cognitifs, en sachant qu'une partie du cours va être consacrée aux médicaments que l'on peut utiliser dans la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Donc le plan, en fait, il va y avoir deux parties. La première partie, ça va être les médicaments, les traitements éventuels de la maladie d'Alzheimer, hein, en sachant qu'il y a essentiellement les médicaments qui vont reproduire les actions de l'acétylcholine et puis des médicaments qui sont, enfin il n'y en a qu'un seul, antagonise des récepteurs du glutamate. Et puis la deuxième partie, c'est pratiquement l'inverse, c'est quels sont les médicaments qui peuvent induire des troubles cognitifs et en particulier quels sont les médicaments qui peuvent favoriser ou aggraver les troubles de la maladie d'Alzheimer. Parce que je crois que c'est une partie vraiment importante pour vous, pour bien manipuler ces types de médicaments. Alors la maladie d'Alzheimer, vous savez bien que c'est la maladie neurodégénérative, c'est une maladie neurodégénérative et c'est une démence et c'est la démence la plus fréquente au moins dans les pays les plus industrialisés. Sa prévalence double tous les 5 ans à partir de 65 ans. Donc bien sûr avec le vieillissement de la population, ça concerne de plus en plus de gens. Et c'est une démence, c'est-à-dire que c'est la détérioration acquise et chronique des capacités cognitives. Bon, ça on a déjà dû vous le dire en large en travers, mais je préfère m'assurer que c'est bien dit, qui vont avoir pour conséquence donc l'altération des actes et rendant impossible les actes de la vie quotidienne. Et voilà. Alors, ça se caractérise notamment par la perte des neurones au niveau du néocortex, puis du cortex et de l'hippocampe. Ce sont les deux sites principaux. Pour cette maladie, on sait qu'il y a des facteurs génétiques. Il y a malheureusement des familles où il y a plus de maladies d'Alzheimer que dans d'autres familles. Et il y a aussi probablement des facteurs environnementaux, mais qui ne sont pas dans la maladie d'Alzheimer clairement identifiés. Mais c'est une possibilité. Et en avance sur le cours, il faut bien que vous ayez à l'esprit que oui, on utilise des médicaments dans cette maladie, mais que leur efficacité est très limitée. Et qu'on ne sait encore moins soigner une maladie d'Alzheimer que l'autre maladie dégénérative dont je vous ai parlé, qui est la maladie de Parkinson. Alors donc, on va essayer, les traitements vont essayer de lutter ou de diminuer la détérioration progressive de la mémoire et des troubles du langage, la détérioration cognitive, la vie de tous les jours qui devient impossible, et puis également fréquemment associés les troubles du comportement et d'autres troubles psychiatriques comme l'agressivité, l'agitation, qui dans les formes évoluées se rencontrent volontiers. Bon, ça c'est une image de PET scan que j'ai trouvée sur internet, c'est pour faire un peu de couleur, pour vous ça. Donc il y a, au niveau du... Bon. Enfin là c'est une forme modérée, puisqu'on voit encore du cortex. Enfin en tout cas, dans les formes les plus avancées, on voit les trous au niveau du cortex. Alors, même si on ne sait pas la soigner, au niveau de la physiopathologie et des anomalies que l'on observe dans le cerveau des patients de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'une substance joue un rôle très important, qui est l'accumulation anormale d'une protéine, qui est la protéine bêta-amyloïde. Cette protéine bêta-amyloïde, normalement, on ne doit pas en avoir plein en tout cas, et elle résulte du clivage protéolytique anormal d'une protéine qui s'appelle l'APP, pour amyloïde précurseur protéine, qui fait partie
enfin depuis longtemps, qui est connue comme une protéine de la réaction inflammatoire, entre guillemets, et dont le rôle en fait physiologique et physiopathologique n'est pas franchement connu. Toujours est-il que cette accumulation de la protéine bêta-amyloïde, selon la théorie, la cascade de la maladie d'Alzheimer impliquant la substance amyloïde, eh bien, c'est cette accumulation qui serait responsable d'un ensemble d'altérations qui vont conduire à la mort neuronale que vous avez en bas. Donc, s'il y a des neurones qui meurent et les neurones qui sont détruits principalement dans la maladie d'Alzheimer, surtout au début de la maladie, ce sont les neurones à acétylcholine. Donc tout ça, c'est important pour la pharmacologie. Donc la mort des neurones à acétylcholine, donc une altération de la neurotransmission à l'origine des troubles cognitifs et tout le reste qu'on a vu. Alors qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est les plaques séniles, c'est l'accumulation extracellulaire des agrégats. Vous avez aussi une hyperphosphorylation d'une protéine qui, elle, va conduire à l'accumulation d'autres éléments qui, eux, sont intraneuronaux. On pense aussi que la mort neuronale est due notamment à ce qu'on appelle l'excytotoxicité du glutamate. S'il y a trop de glutamate de produit et s'il est trop actif, il va avoir, le glutamate normalement a un rôle bénéfique, mais s'il y en a trop, il va entraîner une excitation trop importante et être de ce fait toxique, et ça jouerait un rôle important dans la mort neuronale. L'inflammation, puisque ça vient d'une protéine inflammatoire et la réaction inflammatoire autour de cette accumulation peut jouer un rôle, et également les phénomènes oxydatifs qui sont impliqués. Donc la pharmacologie, le peu qu'il y a de pharmacologie, repose au moins partiellement sur ces anomalies physiopathologiques. Alors, les médicaments, il y a très peu de choses à savoir dans les médicaments disponibles. Premier grand groupe, les médicaments que l'on va appeler les acétylcholinomimétiques. Là, le raisonnement est très simple. On manque de neurones à acétylcholine, donc on va essayer d'apporter des stimulants de l'acétylcholine. Pourquoi? Parce que on pense que la perte de ces neurones cholinergiques serait vraiment à la base, au moins au début de la maladie, des troubles de la mémoire. Alors au début, donc il y a tout un argumentaire, je vous passe les détails, tout un argumentaire sur l'utilisation qui font que on pense qu'il faut aller stimuler le système cholinergique intracérébral, bien évidemment. On essaye de ne pas le stimuler en périphérie. Donc au départ, qu'est-ce qu'on a essayé d'utiliser? Eh bien, au départ, on a essayé d'utiliser, ça c'est notre schéma habituel que vous connaissez, ça en jaune, ça symbolise l'acétylcholine, fibre présynaptique, la synapse, terminaison postsynaptique. Pour l'acétylcholine, il existe en périphérie et dans le système nerveux central 2 types de récepteurs à l'acétylcholine. On va vous en parler, Jean-Luc Elgozi va vous en parler bientôt quand il va vous parler des médicaments du système nerveux autonome. Mais retenez simplement qu'il y a les récepteurs muscariniques et les récepteurs nicotiniques, on vous en a probablement déjà parlé. Donc au départ, on a essayé on a donné des médicaments qui stimulent... Je sens un... Comment? Oui, c'est votre dernier cours, mais en janvier, vous allez reprendre des cours. Non, enfin, à moins que vous partiez en année sabbatique, mais voilà. Donc oui, je sais bien, malheureusement, ce n'est pas des cours de neurologie, c'est un autre, je ne sais pas comment ça s'appelle, un pôle, pas un pôle, une unité, enfin bon, bref, des cours de pharmaco. Donc au départ, on a essayé de donner des médicaments qui stimulaient directement les récepteurs de l'acétylcholine. D'accord? Donc on appelle ça des stimulants directs. Eh bien, ces médicaments-là étaient trop mal tolérés, avaient trop d'effets périphériques typiques de la stimulation cholinergique. Je vais vous en parler après. Non, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas? Non? Non, mais je ne veux pas. Dites-moi si... non, tout ça c'est évident, vous connaissez ça par cœur. Alors, donc c'était mal toléré. Donc maintenant, on n'utilise que des médicaments qui sont des stimulants
indirecte de l'acétylcholine. Et comment font-ils? Eh bien, maintenant vous en avez l'habitude, hein, tous les neuromédiateurs, pour tous les neuromédiateurs, il existe des systèmes enzymatiques qui servent efficacement à dégrader l'acétylcholine dans la fente. Eh bien, les enzymes l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, c'est l'acétylcholinestérase. Hein, c'est une enzyme qui est une estérase qui va libérer de la choline. Enfin, et après, la choline, elle peut être récupérée pour aller resservir à resynthétiser l'acétylcholine. Et donc, les médicaments que l'on utilise, eh bien, c'est des médicaments qui inhibent la dégradation de l'acétylcholine, donc qui vont augmenter la quantité d'acétylcholine dans la fente synaptique et donc stimuler le système. Donc c'est très simple dans le principe. Alors quels sont les médicaments que l'on utilise? Vous avez plein de trucs à apprendre. Hein. Donc là, je vous les mets que pour mémoire, c'est le cas de le dire dans la maladie d'Alzheimer. Personnellement, moi, à l'examen, je ne vous demanderai pas de me citer les noms de ces médicaments-là, bien que pratiquement tout patient au jour d'aujourd'hui qui a la maladie d'Alzheimer en France, je pense, reçoit un de ces médicaments-là. Donc, dans ces inhibiteurs d'acétylcholinestérase, grosso modo, il n'y a pas de différence majeure d'efficacité entre eux. Ce que vous devez retenir comme principe, en revanche, hein, c'est que c'est stupide et que c'est même dangereux d'associer deux stimulants de l'acétylcholine. Hein. Donc, jamais un seul de ces trois médicaments-là. Alors, ce qui compte, donc là, vous avez le nom de spécialité, donc vous verrez dans les dossiers qu'il y a beaucoup de patients qui en reçoivent. Compte tenu de la demi-vie d'élimination de ces médicaments, on va les donner plus ou moins fréquemment. Donc, bien évidemment, chez un patient Alzheimer, trouble de la mémoire, etc., c'est sûr que tout ce qui a une prescription simple va favoriser donc l'utilisation de ce médicament. Donc là, Aricept est donné une seule fois, a besoin d'être donné une seule fois par jour. Le Réminil, il faut le donner 2 fois par jour. Et l'Exélon par voie orale est donné 2 fois, parfois 3 fois par jour. Mais il existe aussi un dispositif transdermique, hein, donc on met sur la peau avec une résorption, un passage systémique progressif qui autorise l'administration une seule fois par jour. Hein. Donc évidemment, vous verrez, il y a des patients qui ont tout oublié et qui s'en collent partout. Donc bon, il faut faire attention à ça. Alors, quelle est l'efficacité de ces traitements? Eh bien, c'est un effet modeste, mais significatif. Donc, un tout petit peu mieux, hein, et qui font qu'on considère qu'ils ont un rapport bénéfice-risque favorable et aussi un rapport, même si ça pour mon propos de vous parler d'argent, un rapport, coût-bénéfice qui est favorable. Hein. Alors, ils améliorent un petit peu la mémoire, la cognition, l'humeur, hein, et le comportement de ces patients-là. Même s'ils ont un petit effet, ce que vous devez aussi savoir, c'est que si vous les arrêtez, hein, là, ça peut être suivi d'une détérioration franche de l'état du patient. Donc, attention avant de les arrêter, ou arrêtez-les, on peut être amené à devoir les arrêter, arrêtez-les progressivement. Effet indésirable. Ces médicaments stimulent les récepteurs de l'acétylcholine, donc vous allez retrouver tous les effets périphériques et centraux d'une stimulation de l'acétylcholine. Alors au niveau du système nerveux central, ce qui prédomine aux doses thérapeutiques, c'est des cauchemars, éventuellement des états de panique, hein, surtout les cauchemars. Et puis en périphérie, hein, eh bien, ce sont des effets qui pourront être potentiellement dangereux chez quelqu'un qui est très âgé, hein, puisque la stimulation des récepteurs muscariniques et nicotiniques, c'est toujours la même chose. C'est un système qui est facile à apprendre. Hein. Quand vous stimulez l'acétylcholine, ça stimule tout ce qui est transit. Hein. Donc le transit intestinal est accéléré, donc on a des diarrhées.
Éventuellement, on a des nausées, des vomissements. Ça aussi, ça a une action stimulante sur les fibres musculaires de l'appareil urinaire, donc ça facilite l'émission d'urine. Donc ça, c'est en pratique, ces médicaments-là, ce qui prédomine, ce sont les diarrhées, voire les nausées, les vomissements. Vous vous rappelez le réflexe vagal, hein, le réflexe vagal, c'est la stimulation du système parasympathique, c'est la bradycardie, donc vous pouvez avoir une bradycardie chez ces patients-là. Euh, il y a au niveau des muscles des récepteurs à l'acétylcholine, hein, au niveau de la plaque motrice, donc source de crampes musculaires, hein, dans les formes les plus mineures. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre relativement fréquemment. Maintenant, vous vous rappelez la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, on manque de dopamine et c'est associé à un excès d'acétylcholine. Donc, vous comprenez aisément pourquoi ces médicaments peuvent soit aggraver les symptômes de la maladie de Parkinson, soit induire quelques signes extrapyramidaux. Ces effets-là font que vous devez absolument surveiller étroitement vos patients pour être sûr qu'ils ne commencent pas un surdosage dans ces médicaments-là. Et le traitement doit toujours être commencé à dose faible et qu'on augmente progressivement en tenant compte du temps pour que le médicament, enfin, en tenant compte de l'accumulation du médicament. Donc, prudence dans leur utilisation. Un petit effet, mais s'il y a un surdosage, ça peut être franchement toxique et dangereux pour les patients. Parce que s'il y a un surdosage, et ce n'est pas exceptionnel parce que le patient dans la... excusez-moi, j'ai un truc important que j'ai oublié de vous dire dans les indications, hein, que je ne vous ai pas dit oralement, même si c'est sur la diapositive, c'est que l'Aricept, je crois que ça a été étendu, mais enfin, l'utilisation principale de ces médicaments-là, c'est uniquement dans les formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer. Leur intérêt dans les formes les plus évoluées n'a pas été établi, sauf il y a quelques données sur le Aricept. Hein, mais dans l'ensemble, les formes au début de la maladie. Alors le surdosage, on va retrouver accentuer les effets indésirables que je vous ai cités précédemment. Et puis, si c'est vraiment le surdosage, vous allez avoir tout le cortège de stimulation cholinergique, hein, avec en plus une stimulation des sécrétions exocrines. Donc, ça fait une hypersalivation, des sueurs, hein, donc éventuellement une déshydratation, hein, des troubles musculaires et une accentuation des troubles neurologiques. Dans les formes les plus graves de surdosage par ces médicaments-là, on pourra être amené à utiliser l'antagoniste, hein, des récepteurs muscariniques, qui va surtout donc bloquer les effets muscariniques, moins les effets nicotiniques, et cet antagoniste, c'est l'atropine. Vous vous rappelez que l'atropine, c'est un vieux médicament, hein, c'est un alcaloïde qui est extrait des baies de belladone. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit ça il y a un cours. Les petites baies noires, là. Belladonna, Atropos belladonna, vous vous souvenez? Non. J'en reparle pas. Voilà, donc c'est en pratique la seule chose, premièrement, donc les acétylcholinomimétiques. La deuxième grande classe pharmacologique utilisée au jour d'aujourd'hui dans la maladie d'Alzheimer, c'est un seul représentant, c'est la mémantine, qui est commercialisée sous le nom d'Ebixa. Ce qu'il faut surtout connaître, c'est le principe de l'utilisation. Hein. Donc, l'hypothèse physiopathologique des lésions excitotoxiques dues à trop de glutamate, à trop d'action du glutamate. Donc, le rationnel, eh bien, on va donner un médicament qui antagonise les effets excitateurs excessifs du glutamate au niveau de ces récepteurs qui sont les récepteurs NMDA.
Donc la mémantine est un antagoniste, alors un peu particulier, etc. Mais bon, je veux dire, compte tenu de l'intérêt de ce type de substance, je trouve que c'est pas la peine de vous inonder de mécanismes d'action et de propriétés pharmacologiques. Et notamment dans les modèles expérimentaux, eh bien, si on injecte à des animaux la protéine amyloïde bêta, si on injecte cette protéine, eh bien, et que l'on traite les animaux par de la mémantine, eh bien, on va les protéger de la perte neuronale. Donc, on pense que ces médicaments-là vont ralentir la perte des neurones due à la maladie d'Alzheimer. Alors, les effets indésirables de ces médicaments, non, l'efficacité, pardon. Donc, l'efficacité, alors contrairement aux acétylcholinemimétiques, la mémantine a essentiellement l'autorisation de mise sur le marché pour les formes modérées à sévères dans la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ils ont la MM pour ça? Parce que c'est surtout dans ces formes-là qu'on a montré qu'il y avait une efficacité. Alors, si la mémantine est utilisée seule, selon les essais cliniques, soit c'est une efficacité statistiquement significative mais faible, soit ça ne sort pas sur le plan statistique. En revanche, si on l'associe à un inhibiteur d'acétylcholinestérase, eh bien les essais cliniques sont plus encourageants, plus positifs, et on montre qu'il y a, on ne fait pas revenir le patient à un état antérieur. Le principe, c'est que l'on ralentit la dégradation des fonctions au cours du temps. Donc on ralentit le déclin cognitif, on diminue l'agressivité, on diminue l'agitation. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas démontré l'intérêt dans les formes légères à modérées. Donc c'est bizarre parce que si vraiment le schéma physiopathologique il était vrai, si vraiment c'est parce que c'était le trop de glutamate qui détruit les neurones cholinergiques, on pourrait penser que si on donne la mémantine au début, on devrait soigner la maladie ou éviter la dégradation. Ben non, ça ne marche pas. Donc c'est peut-être parce que la mémantine, quand on en a normalement, elle est bénéfique. Donc peut-être qu'au début, on a une balance entre supprimer quelque chose qui est bénéfique et je ne sais pas trop. En tout cas, retenez surtout que intérêt dans les formes modérées à sévères. Les effets indésirables, il n'y a pas grand-chose à retenir. Éventuellement des céphalées et de la constipation et somnolence. Donc la somnolence dans la maladie d'Alzheimer, ça, ce n'est jamais bon. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose, c'est pas majeur. Alors les autres approches pharmacologiques, avec le schéma qu'on a vu, vous voyez, ça sert, il y a des gens qui cherchent. Parce que celui qui va trouver un médicament dans la maladie d'Alzheimer qui marche, il va faire fortune, parce qu'il y en a tellement qui sont malades. Alors, donc, l'approche, on finira par l'approche la plus intéressante potentiellement, qui est la première. Je vais vous les éliminer les autres. Alors, les antioxydants, donc le rationnel, rôle de l'oxydation, on va manger de la vitamine E, c'est antioxydant. Les dernières publications incitent à penser que cela ne sert à rien. Voilà. En tout cas, dans la façon dont c'est pris actuellement. Donc, ce n'est pas la peine de bourrer votre patient d'antioxydants. Il va continuer à se détériorer. Il y avait aussi des argumentaires sur le rôle bénéfique des œstrogènes, voire du traitement hormonal substitutif. Et bien là, c'est même maintenant carrément décommandé parce qu'il y a des données qui suggèrent que ça pourrait plutôt aggraver les troubles. Donc, c'est pas la peine d'en donner pour essayer de limiter les choses. Donc, après la ménopause, si les femmes se dégradent, c'est pas directement à cause du manque d'œstrogène, c'est plus compliqué que ça, ce qui est un peu rassurant pour toutes les femmes que nous sommes, surtout moi, plus que vous. Alors, les anti-inflammatoires, alors ça reposait sur des données épidémiologiques. C'est-à-dire qu'il y avait des publications qui rapportaient au point épidémiologique, sur des camps. C'était des analyses rétrospectives que les patients qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes et qui avaient des anti-inflammatoires, eh bien, ils faisaient plutôt moins de maladies d'Alzheimer que d'autres.
hein. Bon, pour le moment, il n'y a rien de clair et il n'y a aucun traitement anti-inflammatoire validé. Et on n'a pas démontré en particulier que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, aient un bénéfice, hein. Donc même si ça traîne dans différents endroits, pour le moment, il n'y a rien. Alors il y a le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, vous savez, c'est une substance qui est extraite de l'arbre qu'on appelle l'arbre aux mille écus. Je crois que c'est l'arbre le plus ancien. Je veux dire, il existait déjà il y a des millions d'années, hein. Donc il y a des gens qui disent s'il a résisté au temps, c'est que ça va me faire du bien au cerveau. Oui. Bon, il y a un petit effet, hein. Donc, si vous voulez donner du ginkgo biloba à vos patients, pourquoi pas. En plus, c'est pas trop cher. Alors, diminuer la protéine bêta-amyloïde. C'est sûr que ça, c'est ce qui paraît le plus intelligent. Donc, c'est sûr qu'on cherche, hein. Donc, on cherche comment? Ben, c'est toujours de la même façon. Premièrement, on cherche des substances qui vont inhiber le fameux clivage protéolytique à la source de la production de la protéine, hein. La deuxième approche, c'est d'essayer de dégrader cette protéine bêta-amyloïde. Je peux aussi vous parler d'un échec, hein, à savoir qu'on s'est dit, puisqu'on a cette protéine bêta-amyloïde dans le cerveau, qui est gênante, eh bien, on va essayer de vacciner les gens contre cette protéine bêta-amyloïde. Donc, bien sûr, il y avait des essais chez l'animal qui étaient encourageants. Donc, on est passé chez l'homme. Et chez l'homme, on a donc administré des fractions antigéniques de la protéine bêta-amyloïde. Et ça a été, on a rapidement abandonné cette stratégie qui au départ était intellectuellement attirante, au moins pour certains, parce que une proportion relativement importante de patients a fait une méningoencéphalite, hein. Et donc vous pouvez comprendre aisément pourquoi, hein. C'est qu'ils avaient la protéine bêta-amyloïde et on a stimulé la réponse immune contre une protéine qu'ils avaient dans le cerveau. Donc évidemment, localement, ça a induit une réaction inflammatoire et ça a été générateur d'une méningoencéphalite. Donc cette approche est définitivement abandonnée, mais il est possible que vous voyez des médicaments qui agissent un jour sur cette fameuse, pour essayer de diminuer la formation de cette protéine bêta-amyloïde. Voilà, donc ça c'était la première partie. Donc il n'y a pas grand-chose à savoir, hein, c'est sûr. Et la deuxième partie, c'est les médicaments qui induisent ou qui aggravent ou qui peuvent aggraver des troubles cognitifs. Alors, je vous redonne juste la définition très schématique, la différence entre délire et démence, hein. La démence, ce sont des troubles cognitifs chroniques, tandis que le délire, c'est un trouble cognitif de survenue aiguë. Donc, les médicaments qui induisent des troubles cognitifs, c'est beaucoup plus des délires que des démences, hein. Les médicaments qui induisent de nouveau une démence, c'est rare ou très rare. En revanche, il est clair qu'il y a de nombreux médicaments qui peuvent aggraver une démence qui existe déjà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il y a de nombreux médicaments qui peuvent venir aggraver les troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Et bien évidemment, ces médicaments-là, dans le principe, il faut que vous les connaissiez pour éviter de les utiliser chez vos patients et de les arrêter. Alors, quelques chiffres, polymédication et état confusionnel chez les personnes âgées. Donc là, vous avez maintenant l'habitude. Je regarde mes notes. Alors, j'ai une étude pour vous illustrer le fait que la polymédication chez les personnes très âgées, c'est un facteur majeur dans la participation des troubles cognitifs. Une étude chez des patients âgés hospitalisés, eh bien, on a trouvé que les médicaments étaient la cause de délire chez 11 à 30% des patients. Donc ça veut dire, du moment que c'est d'origine médicamenteuse, hein, souvent ça veut dire que c'est réversible quand on arrête le traitement. C'est ça l'avantage, hein. Et
dans la même étude, enfin dans le même type d'étude, si on s'intéresse au rôle des médicaments là dans les démences, c'est beaucoup plus faible, mais ce n'est pas nul, puisque c'est entre 2 à 12% des patients. Donc jusqu'à plus de 10% des patients qui vont avoir une démence aggravée par des médicaments. Et donc c'est une partie sur laquelle vous allez pouvoir agir si vous faites le diagnostic. Donc, on le redira en conclusion, mais d'emblée, vous retenez comme principe thérapeutique que évitez absolument la polymédication chez les personnes âgées. Il ne faut donner que les médicaments indispensables. Et il ne faut pas les laisser partir dans la nature sans les suivre, ça c'est clair. Il faut savoir arrêter les traitements qui ont été nécessaires en phase aiguë et pas forcément à donner ad vitam aeternam. Alors, ça c'est la liste probablement non exhaustive des médicaments qui peut donner des troubles cognitifs, et je vais vous parler un petit peu plus des médicaments qui possèdent des propriétés anticholinergiques. Donc ça ne va pas vous étonner, puisqu'on a dit dans l'Alzheimer, on manque d'acétylcholine. Donc vous comprenez aisément que si on donne des médicaments anticholinergiques qui vont bloquer le système, la réponse à l'acétylcholine, eh bien on comprend pourquoi ça entraîne des troubles cognitifs. Alors, dans ces médicaments anticholinergiques, il y en a deux types. Alors, le premier type, c'est celui qui correspond à des médicaments que vous n'utilisez pas souvent. Ce sont des médicaments qu'on utilise pour leurs propriétés anticholinergiques en tant que telles. Alors, l'atropine, bien sûr, c'est le prototype. Et on sait bien que si on prend de l'atropine, si on injecte de l'atropine, parce que c'est dégradé par voie orale, si on injecte trop d'atropine, on va avoir ce qu'on appelle le délire atropinique. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez bien, que Jean-Luc Elgozi vous redira certainement, c'est qu'il y a les âges extrêmes de la vie sont les plus sensibles aux effets délétères des atropiniques, c'est-à-dire les enfants et les personnes les plus âgées. Ils ont vite fait de décompenser vers des troubles neurologiques et psychiatriques graves. Donc l'atropine, est-ce qu'on l'utilise par voie générale ? Pratiquement plus. L'atropine ou des médicaments atropiniques, on va peut-être la principale, la plus fréquente des utilisations, c'est par voie oculaire. Des gouttes d'atropine ou de médicaments équivalents dans l'œil pour induire une mydriase. Et à quoi ça sert d'induire une mydriase ? Eh bien, ça sert à faire un fond de l'œil. C'est quand vous êtes dans le noir et que quelqu'un prend une photo avec un flash, pourquoi est-ce que les gens ont les yeux rouges ? Vous savez ça ? Eh bien, c'est parce que vous faites une photo du fond de l'œil. C'est parce que vous êtes dans le noir, vous êtes en mydriase. Et au moment où on prend le flash, la photo est prise avant que vous ayez eu le temps de vous mettre en myosis à cause du flash. Donc vous voyez les vaisseaux du fond de l'œil. Donc tout ça pour vous dire que la mydriase, ça sert à voir, à dilater pour voir les artères, le système, le fond de l'œil. Donc l'atropine, il y a aussi on peut donner des atropiniques au cours de la chirurgie du glaucome. Donc comme le glaucome, c'est plutôt une maladie des sujets âgés, dans la chirurgie de la cataracte, excusez-moi. La cataracte, c'est plutôt une maladie du sujet âgé, bien sûr, ça peut décompenser. Donc ça, ce n'est pas beaucoup utilisé. Pensez surtout donc à cette voie oculaire. Deuxième groupe d'anticholinergiques, dont je vous ai parlé pour le cours sur la maladie de Parkinson, et bien sûr, les anticholinergiques utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson. Ils sont moins efficaces, ils sont moins intéressants que les stimulants dopaminergiques, mais n'empêche qu'on peut les utiliser. Donc, il faut penser à leurs effets délétères sur le système nerveux central en termes de troubles cognitifs.
Et puis, il y a aussi certains médicaments dont je ne vous donne pas le nom parce que ce n'est pas la peine de vous inonder, des traitements de l'incontinence urinaire. Donc, quand on est vieux, on peut avoir des problèmes d'incontinence urinaire. Les anticholinergiques, eh ben, ça va agir de façon mécanique. Hein, je vous ai dit que l'acétylcholine, ça facilitait l'émission d'urine. Et bien donc, les anticholinergiques, ça fait l'inverse. Hein. Donc, ça favorise la rétention d'urine. Et donc ça peut être mis à profit en thérapeutique, hein, pour éviter que les gens ils perdent leurs urines toute la journée, etc. Donc ça, c'était la première chose. Ce qui est beaucoup plus piégeant et que vous devez connaître, c'est qu'il y a de nombreux médicaments qui possèdent de façon collatérale des effets anticholinergiques, des propriétés anticholinergiques dont on ne veut pas, hein, mais dont on ne peut pas se passer parce que c'est lié aux propriétés de la molécule. Donc c'est pour ça que ce cours sur les troubles cognitifs, je vous l'ai fait après le cours sur les antidépresseurs et le cours sur les neuroleptiques, parce que vous vous rappelez hier, hein, les antidépresseurs tricycliques, hein, eh bien, la plupart ont des propriétés anticholinergiques prononcées, donc pensez-y. Les neuroleptiques, comme la chlorpromazine, mais aussi les neuroleptiques atypiques, comme la clozapine, possèdent des propriétés anticholinergiques. Donc là aussi, surtout que vos patients Alzheimer, ils sont agressifs, ils sont agités, donc on va être amené à leur donner des neuroleptiques. Il y en a qui peuvent être déprimés, donc on peut être amené, donc faites attention. Il y a aussi une longue liste de médicaments qu'on utilise peut-être moins souvent qu'il y a 10 ans ou 20 ans, qui sont les antihistaminiques H1, donc des médicaments contre l'allergie, des médicaments sédatifs. Eh bien, ils possèdent comme propriété collatérale, beaucoup d'entre eux, je ne vous ai pas du tout non plus mis la liste, qui est encore plus longue, hein, mais pensez-y. Et puis, il y a aussi certains médicaments de cardiologie, notamment au niveau des antiarythmiques. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que je fais pour savoir? Donc, c'est sûr que vous devez connaître les 3 premiers, enfin, surtout les antidépresseurs, les neuroleptiques. Comment est-ce qu'avec le Vidal, je fais pour savoir si un médicament a comme effet collatéral des propriétés anticholinergiques? Ben, je vais vous donner un truc relativement simple. Tous les médicaments anticholinergiques, ils ont plusieurs contre-indications, mais il y a 2 contre-indications qui sont extrêmement classiques aux atropiniques. Premièrement, la grosse prostate. Parce que bien sûr, comme ça empêche l'émission d'urine, si quelqu'un a une grosse prostate, si vous rajoutez un atropinique, le patient il va se retrouver en ce qu'on appelle la rétention aiguë d'urine. Hein. C'est-à-dire que l'urine ne peut pas s'évacuer, donc le patient il accumule l'urine dans la vessie, donc le patient il arrive aux urgences, qu'est-ce qu'il a? Il a mal au ventre, il n'arrive pas à uriner et quand vous l'examinez, il a un énorme globe vésical. Ce n'est pas le rein qui ne fonctionne pas, c'est juste que c'est l'urine qui est dans la vessie et qui ne parvient pas à s'évacuer. Donc, première grande contre-indication des atropiniques, c'est l'hypertrophie prostatique. Et une autre grande contre-indication qui traîne partout, même si en fait c'est rare, c'est ce qu'on appelle le glaucome à angle fermé. Il y a 2 types de glaucome. Il y a le glaucome chronique, ça c'est juste pour que vous compreniez. Le glaucome chronique, c'est le plus fréquent. Hein, le glaucome, c'est une hypertension intraoculaire qui, du fait, comme c'est un système fermé, vous comprenez bien que s'il y a une hypertension intraoculaire, l'hyperpression va léser la rétine et ça peut à long terme entraîner des dommages. Donc le glaucome chronique, c'est une affection très fréquente, une affection du sujet âgé. On peut donner des atropiniques dans le glaucome chronique, on s'en fiche. Et il y a un autre type de glaucome qui s'appelle le glaucome à angle étroit ou le glaucome par fermeture de l'angle. Et ça, c'est un glaucome qui survient brutalement. C'est quelqu'un tout d'un coup qui a un œil qui devient rouge, qui est extrêmement douloureux. C'est une urgence ophtalmologique parce que le patient, comment dire, il peut y avoir une conséquence irréversible sur la rétine. Bon, pour la petite histoire, vous comprenez bien que quand le patient il fait le glaucome aigu, il ne faut surtout pas aller ouvrir, hein, parce que si on s'amuse à aller ouvrir, à cause de l'hyperpression, ça peut sortir. Donc, deuxième grande contre-indication des atropiniques, le glaucome à angle étroit.
Eh bien, dans le Vidal, quand vous voyez un médicament, quel qu'il soit, dans la liste des contre-indications, vous voyez ces deux-là, cela signe en général des propriétés atropiniques. Donc, faites attention, vous regardez, puis vous faites attention chez vos petits vieux à ne pas leur donner ce type de médicament. Voilà. Les benzodiazépines. Les benzodiazépines à longue durée d'action sont les médicaments, parmi les causes médicamenteuses, sont les médicaments les plus fréquemment impliqués dans les démences. Et en particulier, comme je vous l'ai dit, l'aggravation de troubles cognitifs préalables. Les propriétés sédatives des benzodiazépines participent dans la constitution de cette démence, parce que quand on est endormi, c'est sûr que ça n'aide pas au bon fonctionnement et à une cognition efficace. Donc, évitez absolument les benzodiazépines à longue durée d'action chez les personnes âgées. Essayez, si vos patients en ont besoin pour différentes raisons, notamment pour dormir, de le faire de façon fractionnée, enfin pas tous les jours de la semaine, ça je vous l'ai déjà dit. En revanche, quand vous allez quitter ce cours, s'il y a quelqu'un de votre famille, un grand-père, une grand-mère qui prend des benzodiazépines depuis 10, 20 ou 30 ans, ne vous précipitez pas pour lui faire arrêter sa benzodiazépine. Parce que si vous lui faites arrêter brutalement la benzodiazépine qu'il prend depuis longtemps, cela va être la catastrophe. Vous allez induire un syndrome de sevrage et vous allez induire des troubles cognitifs dus au sevrage en benzodiazépine. Donc le mieux, c'est toujours l'ennemi du bien, ça c'est clair. Bon, ceux qui sont plus utilisés actuellement, l'azopiclone et les zolpidem, peuvent aussi entraîner des troubles cognitifs. Les antalgiques morphiniques, n'oubliez pas, notamment du fait de leurs propriétés sédatives, peuvent aggraver des troubles cognitifs préexistants. Alors, maintenant, les médicaments qui sont là vont plus volontiers induire des délires que des démences prolongées. Alors, avec les glucocorticoïdes, vous vous rappelez, je vous en ai largement parlé. C'est un effet, on n'a pas besoin d'avoir des antécédents psychiatriques ou des troubles cognitifs pour que ça induise des troubles du comportement. C'est lié aux fortes doses de glucocorticoïdes. Le diagnostic à l'hôpital est relativement facile à faire. Quand c'est en ville, c'est peut-être éventuellement plus difficile. Normalement, c'est réversible à l'arrêt ou à la diminution des doses. Mais méfiez-vous, parce que si par mauvaise prescription, vous avez une personne qui a des doses de glucocorticoïdes trop élevées pendant longtemps, eh bien les dommages cérébraux peuvent éventuellement être difficilement réversibles. Donc normalement, oui, c'est réversible, il faut donner un peu d'aldol, un peu de neuroleptique pour les calmer, mais attention, donc surtout, vous savez bien qu'on ne doit pas donner des doses fortes pendant longtemps de corticoïdes, et surtout chez les personnes âgées, ça peut être potentiellement encore plus catastrophique pour différentes raisons, et y compris pour des raisons neuropsychiatriques. Certains antibiotiques. Alors, c'est un peu difficile de savoir si c'est à cause du syndrome infectieux qui va favoriser des délires. Ça a été décrit pour les pénicillines. Ça a été décrit. Vous avez déjà eu des cours sur les antibiotiques? Pas du tout. Bon, les pénicillines, ça vous connaissez. Les céphalosporines, vous devez connaître aussi au moins deux noms. C'est la famille des bêta-lactamines. Ce qui est peut-être le plus dont ça vaut la peine que je vous parle,
ce sont des délires avec les quinolones. Donc il y a probablement un facteur génétique. Je suis pratiquement sûre que dans la salle, là, il y a au moins une personne parmi vous qui a déjà expérimenté ça, des troubles du comportement en ayant pris une quinolone. Les quinolones, c'est tous les antibiotiques qui finissent en floxacine, ciprofloxacine, ofloxacine, qui ont notamment l'indication, qui sont utilisés dans les infections urinaires à Escherichia coli. Et il y a des gens, y compris des gens jeunes. Moi, j'ai un de mes enfants qui a ça, qui a eu qui a pris 2 fois dans sa vie une quinolone, et la quinolone l'a fait délirer. Et il y a donc qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien du tout. C'est probablement que chez certains sujets, ça passe mieux dans le système nerveux central. Quand ça survient, ça veut dire qu'il faut plus donner de quinolone aux gens, parce que ça se répète. Ma fille, elle a fait une première fois un truc moyennement sévère, et la deuxième fois, c'était un peu plus prononcé. Elle avait envie de chanter la Marseillaise en cours de médecine, parce qu'elle est aussi comme vous en médecine, donc c'était quand même un petit peu gênant. Donc maintenant, interdiction des quinolones. Et en demandant un peu sur l'hôpital Cochin, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 autres collègues médecins ou pharmaciens qui avaient cette même intolérance. Donc c'est quelque chose de pas exceptionnel. Dans les formes les plus graves, on a eu il y a 2 ans une jeune femme qui a été hospitalisée en hôpital psychiatrique à la demande d'un tiers suite à la prise d'une quinolone. Donc vous voyez, quelquefois ça peut être grave. Donc retenez que c'est rare, mais que c'est bon de le connaître. Et quelqu'un qui se met tout d'un coup à délirer alors qu'il a reçu des antibiotiques, demandez-vous si ça ne peut pas être ça. Et puis le cerveau, il a besoin de beaucoup de nutriments et il est sensible au déséquilibre de l'homéostasie. Donc tous les médicaments qui peuvent altérer, induire des troubles métaboliques, ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau et notamment sur la cognition. Alors il y a une chose importante en pratique, c'est l'hyponatrémie. Quand on a une hyponatrémie, surtout si elle survient relativement brutalement, ça va favoriser l'édème cérébral. Ça, vous comprenez pourquoi. Et cet édème cérébral peut favoriser des troubles cognitifs. Et donc, méfiez-vous, surtout chez quelqu'un qui... vous voyez des troubles cognitifs d'apparition relativement récente, eh bien, je vous en prie, n'oubliez pas, dans le bilan de base, et ça ne va pas coûter cher à la société, n'oubliez jamais de faire doser le sodium. Parce que l'hyponatrémie, c'est une cause pas rare du tout, curable, de troubles cognitifs. Et quelquefois, ça peut être vraiment des troubles cognitifs importants. Alors, l'hyponatrémie, ce n'est pas forcément d'origine médicamenteuse, mais il y a quand même pas mal de médicaments qui peuvent entraîner des hyponatrémies. Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste. Hier, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous vous rappelez le Mopral, les inhibiteurs de pompe à protons, c'est-à-dire ces médicaments qui font augmenter le pH gastrique, les antiacides, qui sont utilisés, l'argamanu. Pour vous donner un ordre d'idée, alors donc c'est un effet indésirable rare, mais il y a tellement de gens qui prennent des inhibiteurs de pompe à protons qu'il faut y penser. Pour vous donner une idée de la surconsommation d'inhibiteurs de pompe à protons, c'est que chaque année, le remboursement par la sécurité sociale, seulement pour les inhibiteurs de pompe à protons, c'est supérieur à 1 milliard d'euros en France. Bon, ça, on s'écarte de l'hyponatrémie. Donc, les inhibiteurs de pompe à protons. Pour rester dans les choses dont je vous ai parlé hier, les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine. Ça, c'est bien documenté. Ça peut favoriser une hyponatrémie. Et puis, le grand classique qu'on retrouve logiquement, les diurétiques. Vous savez ce que c'est, les diurétiques? C'est des médicaments qui favorisent l'émission urinaire d'eau et de sodium. Donc, si vous donnez un diurétique à un petit papy, et en plus, si vous lui dites manger sans sel, il va se retrouver en hyponatrémie. D'accord? Donc, faites attention. Les troubles cognitifs ne sont pas forcément aigus, ils sont plutôt subaigus. Donc, ça peut ressembler à une maladie d'Alzheimer débutante. Les hypoglycémies, là, c'est vraiment plutôt le délire, bien sûr, que la démence.
Je vous l'ai mis tout de même parce que le diagnostic clinique d'une hypoglycémie n'est pas toujours évident. Hein. Il y a plein d'autres troubles métaboliques probablement. Hein. Je vous cite l'hypocalcémie puisque je vous ai fait le cours sur les biphosphonates. Vous vous rappelez que les biphosphonates, médicaments largement utilisés dans certains cancers osseux et dans l'ostéoporose, surtout si on les utilise par voie intraveineuse, les biphosphonates, ils inhibent l'activité des ostéoclastes. Donc, ils font diminuer la calcémie. Donc, si vous donnez une perfusion de biphosphonate comme le Zometa et que le patient au départ avait une calcémie limite, eh bien, vous pouvez précipiter vers une hypocalcémie et induire des troubles du comportement, notamment. Donc ça, c'est pour finir. Des recommandations. Donc j'en profite pour vous donner des grands principes chez les sujets âgés. Le moins possible de médicaments. Que ceux qui sont indispensables et revoir, une fois que la phase aiguë est passée, revoir si on ne peut pas arrêter le médicament qui a été nécessaire. Pour beaucoup de médicaments, il y a un très bon principe de base. C'est de partir de la moitié de la dose que l'on donne chez un adulte jeune. Alors évidemment, pour les antibiotiques, vous ne pouvez pas faire ça parce que ça risque de ne pas être efficace. Mais pour beaucoup de médicaments, demi-dose, quitte à augmenter quelques temps après la posologie. Ça vous évitera, ce n'est pas forcément écrit dans les bouquins, ce n'est pas forcément écrit dans l'ENC, mais ça va vous allez mieux soigner vos patients. Et puis, pour rester sur le trouble cognitif, si devant des troubles cognitifs, vous évoquez une origine médicamenteuse, eh bien, il faut faire la chasse essentiellement ce que j'ai écrit à CH-, c'est-à-dire aux anticholinergiques et aux antipsychotiques, dans les médicaments qu'il prend, et ce sont les médicaments qu'il faudra arrêter en priorité pour voir si ça améliore les troubles cognitifs. Voilà. Vous avez des questions ? Donc 5 bonnes minutes de pause et puis on termine sur la pharmacodépendance.